France Culture, bienvenue à tous, il est 17h. Réviser ses classiques tout en s'amusant, tester et améliorer son orthographe sans être noté. Avec Rachid Santaki, nous vous proposons une dictée et sa correction à faire seul ou en famille, munie d'un papier et d'un crayon. En compagnie aujourd'hui de l'écrivain Alain Leninez. Une dictée à suivre maintenant sur l'antenne de France Culture ou en vidéo sur le Facebook de la chaîne, à réécouter enfin si vous le souhaitez sur le fil de vos podcasts. France Culture, la dictée géante de Rachid Santaki avec Olivia Gesbert. Et bonjour Rachid Santaki. Et bonjour Olivia. Et bonjour à notre invité, l'écrivain Alain Leninez. Bonjour. Bienvenue à vous. Pour cette dictée du jour, vous êtes l'auteur d'essais sur les sagesses antiques, de romans historiques comme Sator, d'ouvrages sur des figures de l'art, de Mona Lisa au Caravage ou des figures mythologiques. Et c'est le cas notamment de ce nouveau livre qui vient de paraître, Moi, Oedipe, aux éditions Atelier Henri Dougier. Voilà, dans une nouvelle collection dont on va vous parler. Le livre paraît en effet dans la collection Autobiographie d'un mythe. C'est une réécriture moderne du mythe d'Oedipe. Un exercice très subjectif, comme l'indique cette idée d'autobiographie, le titre de cette nouvelle collection. Oui, c'est un titre. Le titre de la collection Autobiographie d'un mythe est un titre un peu paradoxal parce que autobiographie, ça connote l'idée de vérité, même si c'est pas vrai. Quand on raconte sa vie, on transpose toujours, on fait des choix. Ça connote l'idée de vérité, autobiographie, et mythe, évidemment, ça connote l'imaginaire, le fictif. Et donc, il y a une sorte de contradiction ou d'oxymore dans le titre qui fait que ça attise, on espère du moins, mon éditeur et moi-même, la curiosité du lecteur. Mais vous l'avez très simplement résolu, cette contradiction, en étant vous-même Oedipe. Vous avez aimé vous glisser dans la peau d'Oedipe ? Oui, mais je crois que Oedipe... D'abord, vous n'avez pas choisi la vie la plus heureuse, hein ? Non, mais oui. Non, c'est une tragédie. Mais disons que c'est un mythe universel, depuis Freud, essentiellement, avec son fameux complexe d'Oedipe. La notion, c'est tellement répandu et vulgarisé qu'il y a des adjectifs dans la langue française qui sont apparus. Oedipien, une situation oedipienne, un personnage oedipien. Donc c'est un mythe universel qui nous touche tous. Et moi, le personnage d'Oedipe en particulier, moi qui suis nourri de littérature latine et grecque, évidemment, ça me concernait en particulier. J'étais un personnage dans lequel je pensais que je pouvais me glisser. Voilà, on dit aussi, tu nous fais un Oedipe, tu nous fais un petit Oedipe. Et on comprend tous aujourd'hui ce que ça veut dire. Sauf que, justement, à cause de Freud, ou grâce à Freud, cette idée, cette notion, le nom de cette figure légendaire mythologique s'est popularisé, mais l'histoire originelle a aussi été travestie au fil des années. On s'est quand même éloigné entre Sophocle et Freud de ce qu'était l'histoire originelle avec ce complexe d'Oedipe. On va raconter l'histoire telle que vous vous en êtes saisi, mais je reviens à la subjectivité de ce regard, puisque vous écrivez à la première personne du singulier. Le récit s'ouvre ainsi. « Cela fait 18 jours que j'arpente les sentiers caillouteux de l'Attique, tâtant devant moi le sol de mon bâton aveugle. » À quoi ressemble le monde dans les yeux blessés d'Oedipe, puisque votre récit part de là, Alain Leninez ? C'est le monde grec de l'Antiquité que j'ai essayé de recréer. C'est un récit rétrospectif, effectivement, quand Oedipe, chassé de Thèbes à cause de la révélation de la terrible vérité et du double crime qu'il a commis, est chassé comme un paria sur les routes, exilé. Seule sa fille, Antigone, qui est jeune, qui a une quinzaine d'années, l'a accompagné. Et il part sur les routes, condamné à être exilé, à mendier sa vie. Donc c'est un récit rétrospectif qui raconte un personnage qui s'appelle Démétrios, que j'ai inventé, lui, pour motiver le récit rétrospectif. Et il raconte comment il en est arrivé de la toute-puissance d'un jeune prince grec de Corinthe à ce qu'il est maintenant, un paria. En plus, l'exil chez les Grecs, c'était une punition terrible, c'était pire que la mort. Et il raconte son histoire de façon rétrospective. Alors il dit d'ailleurs, puisqu'il est aveugle, dans ce passage que vous racontez, vous évoquiez ce regard rétrospectif à ce moment-là de l'histoire, quand vous nous prenez la main pour nous conduire à travers et dans ce mythe d'Oedipe. Il dit « La seule chose qui me reste est la mémoire de la beauté du monde.
Et pourtant, c'est peut-être ce que son imagination a figé, mais le monde qu'il a traversé, qu'il a connu jusqu'ici n'est pas si beau. C'est même un monde peuplé d'hommes et de femmes, c'est-à-dire, et c'est peut-être le propre de la nature humaine, de traîtrise, d'infidélité, de violence aussi. Il n'y a pas eu que de l'amour dans le monde qu'il a pu traverser jusque-là. Oui, il y a de la violence aussi, bien sûr. Il y a de la violence. Il ne faut pas imaginer que le monde de l'Antiquité grecque était un monde paisible. On imagine Socrate discutant avec ses disciples au bord d'un fleuve, sous les oliviers, etc. Bon, ça c'est un cliché aussi du monde grec, mais il y a aussi une grande violence. Mais Oedipe n'était pas fait pour ça. Il a connu une enfance de jeune prince. Il est parti sur les routes parce que l'oracle de la Pythie qu'il a consulté sur son origine, lui a fait une terrible prophétie, tu auras ton père et tu coucheras avec ta mère. Et pour les Grecs de l'époque, une prophétie, c'était extrêmement important, c'était vrai, on y croyait absolument, surtout quand ça venait de la Pythie, qui était la prophétesse qui, en principe, ne se trompait jamais. Et donc, pour éviter ce destin qu'on lui a prédit, il quitte la ville de Thèbes, il part sur les routes, et il se dit, eh bien, puisque c'est le destin qui m'est prédit par les dieux, moi, je vais l'éviter en quittant ma ville de Corinthe et en n'y mettant jamais plus les pieds. Comme ça, je pourrais pas ni tuer mon père, ni coucher avec ma mère. Malheureusement, le destin va le rattraper en cours de route. Voilà. Bon, ce mythe d'Oedipe, très joliment mis en scène par Wajdi Mouawad cette année à l'Opéra de Paris, et que vous revisitez avec toute votre subjectivité, celle de votre plume, en vous glissant dans la peau, en chaussant les yeux blessés, aveugles d'Oedipe pour nous raconter cette histoire. Alors, que nous dit Oedipe finalement? Qu'on n'échappe jamais à son destin? Oui. Je pense que la leçon de Sophocle, c'est ça. C'est qu'on ne peut pas échapper à son destin. Mais il y a d'autres questions qui sont posées et qui nous questionnent encore aujourd'hui. C'est, est-ce qu'il faut tout savoir sur soi-même? Ou encore, est-ce que on ne peut pas faire le mal tout en croyant faire le bien? Parce que Oedipe essaie de faire le bien. Il débarrasse la ville de Thèbes du monstre, le Sphinx, qui terrifie les gens. Il y a ces questions qui sont des questions d'actualité. Je crois que l'intérêt de la collection, c'est de montrer que ces mythes venus de périodes très anciennes, de l'Antiquité grecque notamment, nous parlent encore aujourd'hui, qui nous posent des questions qu'on peut encore se poser, nous, hommes et femmes du XXIe siècle, sur le sens de la vie, sur le monde tel qu'on le connaît. Il y a une modernité. Alors, c'est paradoxal parce que les mythes, en fait, traverse les siècles. On le voit là. Non seulement la pièce de Sophocle date du 5e siècle avant Jésus-Christ, mais Homère, déjà 3 siècles avant, donc 8e siècle avant Jésus-Christ, parle déjà d'Oedipe. Il le mentionne rapidement. Autrement dit, c'est une histoire qui traverse les siècles et qui a une résonance avec nos inconscients, nos imaginaires. Et elle traverse le temps en prenant des significations différentes. Voyez ? Parce que entre l'Oedipe de Sophocle du 5e siècle avant Jésus-Christ et Freud, 25 siècles plus tard, l'interprétation qu'a donnée Freud est bien sûr différente. Mais il y a eu d'autres Oedipes. Il y en a eu un écrit par Voltaire, il y en a eu un écrit par Corneille même, par les romantiques anglais, par un romantique anglais. Et puis au XXe siècle, il y a eu des Oedipes racontés, réécrits par Cocteau, par André Gide, par Anouilh. Et puis enfin, il y a eu Freud qui, semble-t-il, d'après une lettre qui est citée dans les documents annexes du livre, une lettre à Fliss, son ami Fliss, dit que c'est en lisant Oedipe roi de Sophocle qu'il a eu l'intuition de ce qui va devenir le concept clé de sa théorie psychanalytique. Donc c'est très étonnant. Il y a à la fois une permanence de l'histoire, mais elle prend des significations différentes selon les époques qu'elle traverse. Et selon les auteurs qui nous la racontent, cette histoire. Alors il y a vous justement aussi, là pour le cas présent, l'écrivain démiurge Alain Leninez. Vous n'avez pas eu envie à votre tour de réécrire l'histoire et surtout de changer la fin. Vous n'avez pas eu envie de sauver ce brave Oedipe qui au fond est plutôt une bonne nature. Oui. C'est un personnage intelligent, courageux,
comment dire, non, je pouvais pas changer la fin. La fin, c'est pas possible. Il faut bien qu'à la fin, et on découvre qu'il ait tué son père sans le savoir, sans le vouloir, une dispute sur le grand chemin qui le menait à Thèbes, et qu'il couche avec sa mère, sans le savoir aussi. Mais ça, c'est lui qui va faire une espèce d'enquête, quand il est mis sur la piste par le devin Tirésias, qui lui dit: c'est toi le coupable de la peste, de l'épidémie de peste qui ravage Thèbes. C'est toi parce qu'il y a eu un crime qui n'a pas été puni, une souillure, comme disaient les Grecs, miasma en grec. Et cette souillure, ce crime, il faut qu'il soit puni. Il faut que tu trouves le coupable. Et Tirésias lui dit: le coupable, c'est toi. À ce moment-là, il se met à faire toute une sorte d'enquête presque policière sur lui-même, sur ses origines, sur sa vie. Et il découvre à la fin la terrible vérité, que c'est lui, effectivement. Voilà pour cette Oedipe, Oedipe, autobiographie d'un mythe que vous signez, Alain Leninez, aux éditions Atelier Henri Dougier. Cette nouvelle collection que vous inaugurez, viendra Ève, viendra Vénus et d'autres figures par d'autres auteurs. Écrit par Marie Cadou, il est paru il y a 15 jours en même temps que celui-ci, et il y a effectivement Ève et Judith, parce qu'on s'intéresse à la fois à la mythologie grecque et à la mythologie biblique. Petite question, vous êtes agrégé de lettres, vous avez été professeur au collège, en collège ou en lycée, comme on dit, je crois. Est-ce que Oedipe, est-ce que ces grandes figures de la mythologie, vous faisiez en sorte déjà à l'époque de les glisser sous les yeux des étudiants, des élèves? Est-ce que vous pensez qu'il est encore important de les étudier, ces grands mythes aujourd'hui? Oui, très, très. Et d'ailleurs, les élèves sont très friands de mythes, les adultes aussi, je pense, mais les jeunes adorent la mythologie dans les cours de latin, grec, qu'on peut faire notamment au collège. Quand on faisait de la mythologie, les élèves adoraient ça. Et ils aiment beaucoup la mythologie. Pour ce qu'elle est, mais aussi parce que ces mythes résonnent encore en nous aujourd'hui, pour vous? Oui. Pour moi, oui, tout à fait. Tout à fait. Bon, le complexe d'Oedipe, il concerne tout le monde, je crois. Sauf, il y a bien des gens qui nient la théorie freudienne. Mais bon, il concerne tout le monde, c'est un mythe universel. Et c'est pour ça que je l'ai choisi aussi d'ailleurs, parce que c'est vraiment un mythe fondateur, fondamental. Comme je le disais, ces mythes qui viennent du fond des temps. D'ailleurs, il n'y a pas d'origine au départ, il n'y a pas de nom d'auteur, on ne sait pas qui. Ça vient de la tradition orale, ces histoires. Ces mythes nous parlent encore aujourd'hui et ils nous font réfléchir en même temps que rêver. Ils nous font rêver et en même temps, ils nous posent des questions sur l'aujourd'hui. Et c'est des générations d'étudiants, d'élèves qu'ils ont pu faire rêver, d'écrivains, mais pas seulement, aussi de peintres, de cinéastes. Ouais. Et c'est une des forces de cette nouvelle édition et de cette collection, c'est d'aller piocher dans les mythes et dans leur représentation, de raconter notamment comment Oedipe a pu inspirer les peintres et de reproduire ces figurations des mythes. Oui, la collection Autobiographie d'un mythe est aussi un voyage à travers la peinture par ses illustrations et elle scande les phases directes du récit. Elles sont des illustrations à des moments clés du récit. Vous voyez, ainsi de ce Gustave Moreau, Oedipe et le Sphinx, qui est en couverture de cette édition. Oui. J'adore ce tableau. Pourquoi? Je le trouve très beau. Mais quel épisode il nous raconte? L'énigme, le moment où le Sphinx, qui est un monstre, alors c'est un monstre qui a un corps de panthère, des ailes d'aigle et un buste et un visage de femme. Et ce monstre terrifie les habitants de la ville de Thèbes parce que toutes les personnes qu'elle croise, elle leur pose cette énigme. Alors l'énigme en question, c'est: quelle est la créature qui, le matin, marche sur 4 jambes, le midi sur 2 jambes et le soir sur 3 jambes? Et tous se sont révélés incapables de répondre à cette énigme. Et ils ont été tués, déchiquetés, dévorés à moitié par ce sphinx qui est un monstre. Sauf Oedipe. Oedipe trouve la réponse qui est... Rachid, l'homme. L'homme. Ouais. Grâce à Oedipe, nous savons désormais que c'est l'homme. Ouais. L'être dont tu parles, c'est l'homme. Au matin de sa vie, quand il n'est encore qu'un bébé, il marche à 4 pattes. Ensuite, il est solidement campé sur ses 2 jambes. Et au soir de sa vie, lorsqu'il est courbé sous le poids des ans, une canne lui tient lieu de 3e jambe. Voilà.
Et lui, il découvre cette réponse. Et c'est là qu'il apparaît comme sauveur de la ville de Thèbes et qu'il va épouser la reine de Thèbes, Jocaste, qui est veuve. Mais bon, c'est toute l'histoire. Il ne sait pas que, en fait, c'est sa mère. Allez, nous, on va aller au soir de la vie d'une femme, justement, avec l'extrait que vous avez choisi pour nous, Rachid Santaki, de cette dictée du jour. Alors, oui. Qui est l'auteur ou l'autrice et quel est le texte? L'autrice est Simone de Beauvoir et donc c'est Une mort très douce. Une mort très douce est un court récit autobiographique de Simone de Beauvoir, publié en 1964, qui raconte les derniers mois de la vie de sa mère. Et Simone de Beauvoir, impuissante face à la mort qui s'annonce, celle de sa mère et à cette perte irréversible, si douloureuse qui se présente à elle. Dans le passage que vous avez choisi, Rachid Santaki, la narratrice Simone de Beauvoir, on retrouve donc sa mère qui fait des prises de sang, des radios et dont l'état de santé se dégrade. Première lecture pour vous mettre le texte dans l'oreille, seconde lecture pour prendre note, troisième lecture, on corrige ensemble. J'espère que vous êtes tous prêts. Très bonne dictée à toutes et à tous. Elle attendait beaucoup de visites le lundi et j'avais affaire. Je ne suis venu que le mardi matin. J'ai poussé la porte et je me suis figé sur place. Maman, si maigre, semblait s'être encore amaigrie et recroquevillée. Fendillée, desséchait un morceau de sarment rosâtre. D'une voix un peu égarée, elle a murmuré « Ils m'ont complètement déshydraté ». Elle avait attendu jusqu'au soir qu'on la radiographât et pendant 20 heures, on ne lui avait pas permis de boire. Le lavement au baryte n'avait pas été pénible, mais la soif et l'anxiété l'avaient exténué. Son visage avait fondu, le malheur le crispait. Que disaient les radios? Point d'interrogation et fin de cette première lecture. Est-ce que vous êtes prêts? Je suis prêt. De l'autre côté du poste aussi, j'espère. Stylo, crayon à la main, feuille de papier blanche ou avec des lignes, on y va. Elle attendait beaucoup. Elle attendait beaucoup de visites. Beaucoup de visites le lundi. Elle attendait beaucoup de visites le lundi. Et j'avais affaire. Point. Et j'avais affaire. Point. Il y a un point après lundi? Non. Même pas une virgule, hein? Pas de virgule. Ah bon. Le lundi et j'avais affaire. Point. Je ne suis venu que le mardi matin. Point. Je rappelle pour nos auditeurs que c'est donc la narratrice qui parle. Hein. Simone de Beauvoir, c'est un récit autobiographique. Voilà. Je ne suis venu que le mardi matin. Point. J'ai poussé la porte. J'ai poussé la porte. Et je me suis figé. Et je me suis figé sur place. Point. J'ai poussé la porte et je me suis figé sur place. Point. Fin de la dictée pour les écoliers. Maman, virgule, si maigre, virgule, semblait s'être encore amaigrie. Semblait s'être encore amaigrie et recroquevillée. Semblait s'être encore amaigrie et recroquevillée. 2 points. Fendillé, virgule, desséché, virgule, un morceau de sarment rosâtre. Point. Je répète. Fendillé, virgule, desséché, virgule, un morceau de sarment rosâtre. Point. D'une voix un peu égarée, virgule, je répète, fendillé, virgule, desséché, virgule, un morceau de sarment rosâtre. Point. D'une voix un peu égarée, virgule, d'une voix un peu égarée, virgule, elle a murmuré, 2 points, d'une voix un peu égarée, virgule, elle a murmuré, 2 points, ouvrez les guillemets, ils m'ont complètement déshydraté, point, refermez les guillemets. Donc elle a murmuré, 2 points, ouvrez les guillemets, ils m'ont complètement déshydraté, point, refermez les guillemets. Elle avait attendu jusqu'au soir,
Elle avait attendu jusqu'au soir qu'on la radiographia, virgule. Elle avait attendu jusqu'au soir qu'on la radiographia, virgule. Et pendant 20 heures, on ne lui avait pas permis, et pendant 20 heures, on ne lui avait pas permis de boire, point. Le lavement au baryte n'avait pas été pénible, point virgule. Le lavement au baryte n'avait pas été pénible, point virgule. Mais la soif et l'anxiété, l'avaient exténué, point. Je répète, le lavement au baryte n'avait pas été pénible, point virgule. Mais la soif et l'anxiété l'avaient exténué, point. Son visage avait fondu, virgule. Son visage avait fondu, virgule. Le malheur le crispait, point. Je répète, mais la soif et l'anxiété l'avaient exténué, point. Son visage avait fondu, virgule. Le malheur le crispait, point. Que disaient les radios, point d'interrogation. Que disaient les radios, point d'interrogation. Je répète, son visage avait fondu, virgule. Le malheur le crispait, point. Que disaient les radios, point d'interrogation. On va essayer d'aller doucement pour ceux qui sont en train de relire encore leur dernière phrase. Parce que dans la première, il n'y a pas tant de difficultés. Non. Elle attendait beaucoup de visites le lundi et j'avais affaire. On est sur un imparfait, troisième personne du singulier, AIT pour ce attendait, beaucoup de visites. Alors il y en a beaucoup, donc on pense à mettre un S à visite. Le lundi, et j'avais affaire, AIS, première personne du singulier, toujours sur cet imparfait avec l'auxiliaire avoir. J'avais affaire en 2 mots, hein. Bien sûr. C'est pas les affaires A2F A-I-R-E, mais à faire avec le verbe faire, F-A-I-R-E. Les choses à faire. Je ne suis venue. Donc, je me suis permise de vous rappeler que c'était une narratrice, donc on n'oublie pas l'accord. Exactement. Je ne suis venue UE que le mardi matin. J'ai poussé la porte et je me suis figée. Et eux, bravo, idem. Je me suis figée et eux sur place. Maman si maigre semblait, AIT, s'être encore amaigrie. IE, A-M-A-I-G-R-I-E, et recroquevillée. Comment écrivez-vous, Alain Luninès, recroquevillée? R-E-C-R-O-Q-U-E-V-I-2-L-E. Voilà, là encore, 2 points. Fendillé, desséché, un morceau de sarment rosâtre. Alors avec quoi s'accorde ce fendillé desséché déjà pour vous? À maman, donc on l'écrit E. Alors non, c'est avec un morceau de sarment rosâtre. Voilà, c'est la raison pour laquelle j'ai lu assez rapidement la phrase, parce que c'est vrai que ça semble pas évident. Fendillé, desséché, un morceau de sarment rosâtre, c'est surprenant. Placé avant l'attribut auquel il se réfère. Fendillé, desséché, un morceau de sarment rosâtre. Donc fendillé, ça vient du verbe fendre, F-E-N-D-I-2-L-E, avec donc ce suffixe. Desséché, D-E sans accent, 2 S, E accent, C-H-E accent. Oui. Voilà. Un morceau de sarment. Qu'est-ce que c'est le sarment? Le sarment, c'est un morceau de bois qui vient notamment d'une vigne. Effectivement. C'est ces vieux morceaux de bois un peu, ces tiges. On voit l'image. Rosâtre. Alors, sarment, comment vous l'écrivez? S-A-R-M-E-N-T. Et rosâtre, je n'ai pas oublié l'accent circonflexe sur le A. Exactement. Pourquoi vous l'avez mis d'ailleurs? Rose, rosâtre. C'est une règle. Oui. Mais vous savez, il y a des tas de choses qui nous échappent dans l'orthographe française qui est horriblement compliquée. Il faut bien le dire. Il y a un circonflexe sur grisâtre, rosâtre, tout ça, on ne sait pas pourquoi. Voilà. Le suffixe âtre, effectivement. D'une voix un peu égarée. Et féminin, une voix égarée, on accorde. Oui. Elle a murmuré, alors là, par contre, attention, auxiliaire avoir, donc murmurer et. Ils m'ont complètement déshydraté. Déshydraté? Alors, D-E-S-H-Y-D-R-A-T-E-E.
Très bien. Alors D-E-S-H-Y, D-R-A-T-E-E. Oui, c'est bien ça. Puisqu'ils Oui. ont déshydraté la maman. Oui, mais il y a un accent déjà dès le premier E. Ah oui, bien sûr, oui. Ah oui, ah bon. En fait, on ne met pas d'accent quand on a une double consonne. Ça fait l'accent, le et en fait, le son et, pour dessécher tout à l'heure. Ah oui, d'accord. Desséché, Petite astuce. ce n'était pas nécessaire. Déshydraté, en revanche, on retrouve cet accent. Elle avait attendu jusqu'au soir qu'on la radiographiât. Vous avez bien fait la liaison, donc AVAIT pour l'auxiliaire, attendu, là encore on n'accorde pas parce que le verbe attendre est précédé de l'auxiliaire. Avoir sans complément d'objet direct, ce qui explique précédemment, ils m'ont complètement déshydraté, qu'on ait accordé avec le COD qui était placé avant l'auxiliaire, ils m'ont, qui est le M, c'est la mère, déshydratée. Elle avait attendu jusqu'au soir qu'on la radiographiât. Vous Là, c'est le mettez piège. quel temps? Oui. Le piège de l'imparfait du subjonctif. Parfait. Exactement. Avec un accent circonflexe sur le A à la fin. Ouais. Alors, R-A-D-I-O, G-R-A, P-H-I-A, accent circonflexe, T. Et le T, ouais. Radiographie, radiographia, avec un T aussi. Ouais. À préciser, ce serait différent je sais pas, au passé simple, ça se termine par un A Ouais. uniquement, il n'y a Oui. pas le T. Donc, il y a double difficulté, le T et l'accent circonflexe. Vous avez retenu les accents circonflexes. J'ai l'impression que ça vous a marqué durant Ça, c'est votre... Ouais. une règle à laquelle vous êtes fidèle. Et pendant 20 heures, avec un S à heure, et surtout pas à 20, on ne lui avait pas permis de boire. Boire, bon, c'est un verbe du troisième groupe qui se termine par RE, je précise. Le lavement au baryte n'avait pas été pénible. Alors, ce baryte, comment Alors vous moi, je l'écrivez? l'ai écrit B-A-R-Y-T-E. Oh là là, on est parti pour un presque sans faute, c'est assez impressionnant. Zéro. Le lavement au baryte n'avait pas été pénible, tout simplement. Là, il n'y a pas, je crois, de difficulté. Mais la soif et l'anxiété, anxiété fait partie de ces noms féminins qui ne se terminent pas par e, je me permets de préciser. Ce n'est pas, voilà, c'était anxiété avec un X sans H, l'avait exténué. Alors là, attention, l'avait, comment vous l'écrivez? E-N-T. ENT, exactement, parce que c'est Les la deux soif subjects, oui. et l'anxiété. Oui. Donc on met bien à la troisième personne du pluriel, AVAIENT, exténué, Et E à la fin. Bravo. et E à la fin, Selon de la nouveau, règle, quand le complément d'objet est placé avant, avant l'auxiliaire avoir. il s'accorde à ce moment-là avec le complément d'objet. Exact. Bonne révision. Son visage avait fondu, le malheur le crispait, CRISPAIT. Que disaient les radios? Alors là, attention, le sujet, c'est les radios. Donc, Disait A-I-E-N-T. parfait. Voilà pour cette correction express de la dictée avec un très bon élève aujourd'hui. Un enseignant. Enseignant de son état. C'est toujours agréable, maître. j'imagine, pour ceux qui vous ont eu en professeur au collège ou au lycée, de se dire que vous en aviez la légitimité. Ça, c'est sûr, elle était acquise. Toute la correction est à retrouver sur franceculture.fr si vous le souhaitez, le texte dans son intégralité. Un grand merci à vous, Alain Leninez, d'être venu nous parler de votre Oedipe, moi Oedipe, autobiographie d'un mythe, et de vous être prêté au jeu de la dictée aujourd'hui. Merci beaucoup, Rachid Santaki. Merci à vous, Olivia. Une émission, Merci. beaucoup. Gilles. une émission préparée et programmée par Carla Michel et Corinne Amar. À la réalisation aujourd'hui, c'était Mydia Portis-Guérin. Un grand merci à elle. À la technique, Arthur Dumont. À la vidéo, Audrey Guélil. Toutes les informations, je vous le disais, sont à retrouver sur franceculture.fr et je vous souhaite une très belle fin de journée sur France Culture.